Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Togo n'est-il pas en train de retrouver une bonne santé sur tous les plans? Les mauvais signaux et les détresses ne seraient-ils pas en train de se dissiper? Cette semaine, les données officielles sont tout presque au vert. Le pays bénéficie d'une petite saison pluvieuse exceptionnelle. Les prochaines récoltes sont visiblement prometteuses. Sur le registre de cette série, on peut citer le MCC. Le Millennium Challenge Corporation annonce la validation de 15 indicateurs sur 25 au plan de la bonne gouvernance, liberté civile, contrôle de la corruption, efficacité du gouvernement, état de droit et liberté d'information. La suite de la série constate le retour au calme dans le secteur de l'éducation nationale. Plus de peur que de mal, puisqu'en début de semaine, la nouvelle menace de grève des enseignants des écoles primaires et secondaires aura été finalement levée. Mercredi et jeudi, les écoliers et les élèves du Togo étaient bien dans les salles de classe. Seule fausse note, plusieurs bâtiments scolaires n'ont pas résisté à Gléy à de fortes pluies. Outre les bâtiments endommagés, des blessés complètent la liste. Loin de là, à l'extrême nord du pays, le Togo a pu échapper à une attaque armée. Dans la région de Kouingal, une incursion attribuée par plusieurs sources aux djihadistes a été repoussée par des éléments des forces armées togolaises. Fania Singbe était descendu sur le terrain pour soutenir les soldats. Habituée aux attentats de tout genre depuis quelques années, la région ouest-africaine peine à se défaire d'un défi que même les apports des puissances étrangères n'aident pas encore à relever. Parlant de défis, le Togo maintient sa vigilance face à la pandémie de la Covid-19. Cette semaine, les bonnes nouvelles viennent du CHR Lomé où les malades internés ne sont plus nombreux. La lutte contre la pandémie s'est manifestement trouvée une éclaircie dans un monde où les nombreuses contaminations et disparitions rappellent qu'il n'y a pas encore de victoire définitive sur la maladie. Pendant ce temps, les députés logés non loin du CHR Lomé votent un collectif budgétaire incitant le gouvernement à évoquer de bonnes perspectives économiques. Ce sont les mêmes représentants du peuple qui ouvrent les cahiers les moins glorieux du moment. 91 députés pour 91 véhicules de fonction. La demande est formulée, elle est sans doute calquée sur le modèle des 117 communes dont les maires roulent relativement carrosse. C'est en Suisse que ceux qui roulent vraiment carrosse coulent les rues, qu'ils soient de Genève, de Lausanne ou des Fribourg. Il y a probablement quelques Africains et des Togolais parmi eux. On ne sait pas si on doit y inclure l'activiste togolais Jean-Paul Oumoulou. Entre les 10 degrés environ du canton de Fribourg et les 30 degrés de Lomé, l'écart est grand et depuis une semaine, celui qui a été récemment nommé ambassadeur fait l'expérience de ce décalage. Interpellé, puis détenu, plusieurs chefs d'accusation pèsent désormais sur lui, plusieurs voix aussi se sont levées pour réclamer sa libération cette semaine. Quelle est vraiment la réalité du Togo? Celui contenu dans les indicateurs du MCC ou des demandes des députés ou encore celles des proches de Jean-Paul Oumoulou? C'est une délégation de la DMK qui est avec nous ce dimanche. Brigitte Adiamagbo Johnson, coordinatrice, et Bouraïman Naboudia, porte-parole. Nos numéros sont 97 50 34 37 et puis 70 43 09 70, mise en onde. Romaric Fatache, chers invités, bonjour. 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 Comment vous allez ce dimanche? Nous rendons grâce à Dieu. C'est la première fois que vous venez au D12. Madame Brigitte Adiamago, elle est connue ici pour être venue depuis pour le compte de la CDPA et puis de la DMK désormais. Vous, c'est la première fois que vous venez ici. Et puis vous êtes venu dans la peau de porte-parole de la DMK. Visiblement, il y a du mouvement à la dynamique. Oui, je voudrais d'abord vous remercier pour ce travail élogieux, le camp que vous faites, pour que le peuple togolais soit au parfum de l'actualité sociopolitique. Mais vous savez, la DMK est un mouvement citoyen, et comme je l'avais dit la dernière fois, le 27 novembre, qui donne la promotion à la jeunesse pour montrer au peuple togolais tout entier que la nouvelle ère, c'est la chance à la jeunesse, c'est la chance à tous les patriotes. Voilà, c'est l'exemple qui m'a poussé aujourd'hui à avoir ce statut de porte-parole de la DMK. Je tiens à remercier mes pères, nos doyens, tous les vaillants, le peuple togolais tout entier. Et sans oublier que chaque chose a son temps. Et voilà pourquoi je suis aujourd'hui ici avec vous. Visiblement, il n'y a pas de fumée à la DMK quand on vous écoute. Cela suffit tout simplement que vous faites de la promotion pour la jeune génération. Je voudrais quelque part que peut-être ça peut être cette philosophie, cette vision, et autrement dit, gouverner autrement un pays, c'est donner les chances égales à tout le monde. Et vous savez aujourd'hui ce qui nous inquiète le plus avec ce régime en place, il suffit seulement de ne pas être de même bord que tu n'auras jamais de promotion, tu n'auras jamais de tranquillité. Mais ici, c'est un message fort que la DMK a montré aux yeux du monde que tout homme aura sa place
dans ce nouveau Togo que nous allons bâtir dans les jours à venir. Je pose cette question en début d'émission parce qu'on sait très bien que ce n'est pas vous qui occupez cette place il y a encore quelques temps. Vous semblez minimiser relativement peut-être ce qui est en train de se passer à la dynamique, puisqu'on a écouté les voix de Fulbert Tissot qui, il y a encore quelques temps, était le porte-parole de votre dynamique. S'il se passe, il n'y a pas de problème, alors là, tant mieux. S'il vous plaît, je voudrais rectifier quelque chose. La DMK n'a jamais eu de poste de porte-parole. Fulbert Tissot était le coordinateur général de la DMK. Il n'a jamais été porte-parole? Non, il n'a jamais été le porte-parole. C'est maintenant que la DMK vient de nommer un porte-parole à son sein. Bien, merci. Donc, je voudrais que les gens ne fassent pas d'amalgame. Merci pour la clarification. Donc, il n'y a pas de problème à la DMK? Aucun problème. Madame la coordinatrice. Mais mon collègue Nabouja Nabourema vous a déjà répondu. Il n'y a pas de problème qui mérite vraiment qu'on se détourne de la lutte que nous menons pour que le Togo aille vers l'alternance. Et donc, vous l'avez dit, nous avons une préoccupation de l'heure, c'est de faire en sorte que notre camarade de lutte, Jean-Paul Omolou, ne soit pas définitivement victime de l'arbitraire que nous déplorons encore une fois. Et donc, nous sommes à la tâche pour atteindre cet objectif-là et nous ne saurions laisser la place à quelque diversion que ce soit. Non, en fait, je pose ces questions parce que vous savez très bien qu'un pays comme le Togo aime justement ce que vous appelez les diversions, les petites phrases. Et ça intéresse puisque cette semaine, on a écouté également la voix de Fulbert Tissot qui est une voix relativement dissonante par rapport à ce qui se passe à la DMK. Nous parlerons tout au long de cette émission de Jean-Paul Omolou, mais les éclaircissements sont aussi importants pour permettre aux Togolais de se situer par rapport à la situation actuelle de votre mouvement. On sait qu'un certain nombre d'acteurs qui étaient là avec vous aux premières heures, on ne les écoute plus. On a récemment parlé de Koda, par exemple. Il est toujours là? Bien sûr. Il est toujours membre de la DMK. À ce jour, Kodi Togo est membre de la DMK. Définitivement, quelle est la situation? Kodi est membre de la DMK. La situation de Fulbert Tissot, c'est quoi cette situation-là? Parce que mais le Togo veut savoir. Pourquoi vous vous attachez à des individus? La DMK est un regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile. Et ce que je peux vous dire à ce jour, c'est que le parti de Fulbert Tissot, Togo Autrement, reste membre de la DMK et est toujours représenté aux réunions, aux conférences des présidents de la DMK, participe aux activités de la DMK. Le premier responsable de ce parti a certainement des raisons qu'on peut comprendre et qui ne lui permettent pas d'être là physiquement tout le temps. Mais son parti est représenté et participe à l'action que nous menons. Et je voudrais vraiment exhorter mes concitoyens, si tant est qu'il y en a qui se posent des questions, je voudrais les exhorter à ne pas se laisser divertir par ces détails. Mais ce que vous appelez les détails, est-ce qu'ils ne vous embêtent pas? Est-ce qu'ils ne vous gênent pas? Est-ce qu'ils ne vous jettent pas un certain froid au sein de l'opinion? Justement, il ne faut pas que l'opinion en tienne compte. Ce que l'opinion doit retenir, c'est la position officielle de la DMK qui est, s'agissant de l'enlèvement de Jean-Paul Omolou, qui est unanimement que nous devons nous battre naturellement pour que celui d'entre nous qui est injustement pris, qu'il soit libéré pour que nous puissions poursuivre notre combat.
Nous allons parler de Jean-Paul Omolo puisque vous insistez, vous l'avez cité au moins une ou deux fois déjà. C'est aussi pour ça que nous vous avons invité ce dimanche. Quelle est sa situation ce dimanche? Vous avez suivi vendredi dernier qu'il a été présenté au juge d'instruction et qu'on lui a confirmé un certain nombre de charges pour lesquelles il a été placé il a été déposé. Pour l'instant, il se trouve encore au SCRIC. De ce que son conseil nous dit, il va très bien, hein, en dépit des coups qu'il a reçus au moment de son enlèvement et qui ont laissé des traces. Ce qu'il faut véritablement déplorer, parce qu'il s'agit ni plus ni moins d'actes de torture, alors que le Togo s'est engagé à bannir ce genre de pratiques qui sont des pratiques inhumaines et dégradantes pour les citoyens. Et donc, en dehors des coups qu'il a reçus, il a mal à l'œil, hein, il a des courbatures, eh bien, il se porte très bien, il a le moral et il se défend. Il essaye de faire comprendre et de convaincre que son souci n'a toujours été que de se battre contre les injustices dont les populations souffrent. Et donc, il a commencé à le faire depuis qu'il était leader estudiantin. Et son engagement a été constant. Il s'est toujours battu en utilisant des moyens légaux. Et ces derniers temps, il s'exprime beaucoup. Il sensibilise. Il mobilise. Malheureusement, c'est un peu ce qu'on lui reproche, alors qu'on ne devrait pas. On ne devrait pas. Nous parlerons tout à l'heure du MCC. Vous avez parlé. On en parlera, madame. Vous parlez de sensibilisation. Sans doute, Naboudia Bouraïma, vous l'écoutez, Jean-Paul Omolo, sur les réseaux sociaux notamment. Madame parle de sensibilisation. Est-ce qu'il s'agit vraiment de sensibilisation? Je voudrais d'abord revenir à les conditions dans lesquelles il a été arrêté. C'est-à-dire, quand vous êtes un citoyen togolais, quel qu'en soit votre bord politique, on s'en va dans la maison d'un individu, sans mandat d'arrêt. On perquisitionne, on rentre dans la maison, on le violente, on l'agresse, on le ménote, on le cagoule, comme c'est un criminel. C'est-à-dire, si tu es digne, doué de conscience, de raison, face à cette menace d'un individu, un citoyen togolais, je crois que vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise. Moi qui vous parle ici, j'en ai été victime et je sais comment les militaires, les gendarmes, la police traitent les individus quand on vous arrête. C'est effroyable. La torture, comme la grande sœur venait de le dire, c'est un crime imprescriptible et condamné par toutes les institutions dont le Togo en fait partie. Je crois que normalement on doit remettre en cause cette procédure. Le fait qu'il a été torturé, arrêté dans des conditions les plus ignobles que nous condamnons tous, là, on doit mettre fin à cette procédure. On n'a pas respecté le droit de Omolo. On n'a pas respecté le droit de tous ceux qui sont aujourd'hui en train de mourir à petits coups dans les prisons à cause de leurs idées, à cause de leurs opinions. Oui, mais quand vous parlez d'Omolo... Oui, Omolo, tout ce qu'il dit n'est pas plus dangereux que ce que nous avons. Nous vivons chaque jour dans notre pays. Je reviens, vous me permettez. En 2005, après la mort de Yadémon, qu'est-ce qui s'est passé? Faure est venu violer la Constitution. C'est aussi un délit, c'est un crime. Et nous connaissons les conséquences, ce que ça a entraîné. Des centaines de Togolais qui ont perdu la vie à cause du fait qu'on n'a pas respecté la Constitution. Je reviens sur les propos de M. Trémois, le ministre, qui dit que si les Togolais veulent le pouvoir, ils n'ont qu'à prendre les armes. M. Christophe Tchao, qui dit que si vous voulez, ce pays va se brûler. S'il vous plaît, ça aussi, on devait les poursuivre si nous avons une justice impartiale. Mais pourquoi la justice est là seulement que pour persécuter, pour étouffer les opposants?
Quel monde nous voulons bâtir quand nous voulons que tout le monde pense de la même manière que le chef de l'État? S'il vous plaît. La justice te protège si tu es du même bord que le chef de l'État. Si tel n'est pas le cas, tu es persécuté. Omolo a fait quoi de mal? Plus dangereux que ceux qui nous poussent à vivre cette situation. Vous savez très bien qu'Omolu n'est pas n'importe qui. La situation dans laquelle il s'exprimait en étant récemment nommé ambassadeur à l'extérieur du Togo par un gouvernement, on peut dire gouvernement d'exil, est-ce que ce n'est pas un délit déjà d'appartenir à un tel gouvernement? Vous savez c'est pourquoi ce gouvernement a été mis. Non, mais moi je ne sais pas. Vous savez, tout le monde sait, les Togolais savent pourquoi nous avons mis. C'est un gouvernement de combat par rapport à ce qui s'est passé le 22 février 2020. Oui, mais en fait là, par exemple, si vous parlez de combat, voilà. Oui, là, sur le terrain de combat, des fois, certains coups sont permis. Est-ce que là, carrément, si on se mettait sur ce plan-là, quand vous prenez un combattant, vous ne respectez pas forcément tous les principes? Monsieur Pierre, si vous le voulez, je vous répondrai en vous disant que tout cela nous ramène à un constat, à une prise de conscience, qui est que notre pays, le Togo, va mal. Que notre pays, le Togo, traverse une situation de crise grave, que malheureusement, les premiers responsables semblent vouloir ne pas reconnaître. Il y a un peu ce qu'on appelle un déni de cette situation qui devrait préoccuper tout acteur politique responsable. Et donc, en conséquence, par rapport à tous ces actes que les citoyens togolais aient pris du désir profond d'alternance et de liberté pose, mais il faut les comprendre comme un appel de pied pour emmener à résoudre la crise politique que nous traversons. C'est tout. La question est de savoir, est-ce que nous reconnaissons vraiment que le Togo va mal, contrairement à ce que vous venez de dire? Mais nous ne voyons pas beaucoup de signaux qui soient ouverts. Les Togolais, dans ce qu'ils vivent dans leur chair et dans leur âme tous les jours, j'en connais très peu qui vous diront que dans ce pays, dans notre cher pays, que les signaux sont ouverts. Vous le savez, je suis sûr que vous-même qui en parlez, vous n'en êtes pas convaincu, mais vous êtes en train de faire votre métier. Non, mais en fait, peut-être que vous n'avez pas bien compris mon introduction, madame. Puisque vers la fin, je me suis posé cette question. Ah ouais. Oui, mais en fait, oui. Je vous le concède. Oui. Ouais. Je me suis posé cette question. Si ce Togo de MCC ou le Togo de Jean-Paul Molou qui est incarcéré, entre les deux, quelle est la réalité? Ça, c'est... Absolument. Oui, moi, j'ai fait mon boulot. Mais quand vous parlez de la crise, de son règlement, et quand en même temps, on fait l'appel à l'armée ou aux populations, à l'insurrection, est-ce que ça aussi, c'est pas condamnable? En temps normal, je vous dis, est-ce que la question est de savoir est-ce que nous sommes en crise, oui ou non? À partir du moment où nous reconnaissons que les choses ne vont pas véritablement comme elles devraient être au Togo, mais quand on est responsable, acteur politique responsable, on se situe dans la logique de chercher des solutions durables, plutôt que de vouloir sévir. C'est-à-dire le mal est là, le mal il est profond, sévir n'est pas la solution. Au contraire, il faut s'asseoir et voir quoi faire pour que les Togolais n'exercent plus leur droit de manifester leur mécontentement. Attendez, prenons un pays comme la France, qui est une vieille démocratie. Vous avez suivi tout récemment comment un citoyen togolais s'est permis de donner des gifles
aux premiers responsables de ce pays. Loin de moi l'idée de vouloir considérer que c'est normal. Ce n'est pas normal. Mais on ne l'a pas pour autant torturé. On ne l'a pas tué. Mais je suis sûr que si lui, il a fait juste quelques mois de détention, je suis sûr que le premier responsable s'est posé des questions et qu'il s'est demandé comment on en arrive là. Et il en a tenu compte dans la manière dont il dirige le pays. Vous parlez de la France, vous parlez de pays de tradition démocratique. C'est vrai que ce que vous décrivez, c'était réel en France. Mais est-ce que la France n'est pas très loin du Togo, là actuellement, là, parce que vous parlez de tradition. Cette tradition, on l'a peut-être pas encore au Togo. Les Français ne sont pas différents des Togolais. C'est des êtres humains qui aspirent à la liberté, qui aspirent au bien-être. C'est des êtres humains qui naissent avec des droits qui sont des droits fondamentaux dont ils peuvent légitimement vouloir jouir, qu'ils peuvent exercer. C'est ça le problème. Et la France, comme le Togo, ont les mêmes engagements face à la communauté internationale. Sur le plan international, nous sommes, le Togo est parti à des instruments de protection des droits de l'homme qui l'obligent à faire attention à ne pas violer ses droits. C'est vrai que vous parlez de la France, c'est vrai qu'il y a 30 ans, la France avait déjà plusieurs partis politiques, mais il y a peut-être 30 ans, le Togo n'en avait pas. L'expérience togolaise n'est pas une vieille expérience. C'est ça qui peut-être... Ce n'est pas une raison. Ça peut être une raison, puisque il n'y a pas de niveau parfait de démocratie. Mais justement... C'est un processus. Mais ce n'est pas pour ça que nous allons en prendre prétexte et refuser de bâtir la démocratie que les Togolais attendent et qui permettent à tous de vivre à l'aise, de vivre ensemble et de bâtir ensemble cette société. C'est ça l'aspiration profonde des Togolais, qui sont des gens pacifiques. Nous sommes pacifiques par essence, mais ce n'est pas parce que on est pacifique, on n'est pas... on n'aime pas la violence, que nous n'avons pas le droit de jouir de nos droits fondamentaux. C'est vrai que les Togolais sont pacifiques, mais de plus en plus de Togolais sont très violents, notamment sur les réseaux sociaux. Vous parlez tantôt de crise, madame. Mais je vais poser ma prochaine question à votre porte-parole. Vous parlez de crise, on a l'impression que c'est cela la DMK qu'on sent cette crise-là, parce que même au sein de l'opposition togolaise, très peu de partis politiques partagent les mêmes visions de la crise ou les mêmes sentiments sur cette crise que vous. Est-ce que le pays continue pas à être en crise? Oui, et moi je voudrais faire un petit briefing ou une petite digression par rapport à la position de la grande sœur Adiamago. Qu'est-ce qui pousse des Togolais et surtout le cas de M. Oumolo à réagir de la sorte? C'est-à-dire quand à un moment donné un enfant se rebelle contre son père, le père prend du recul pour chercher à comprendre concrètement qu'est-ce qui anime mes enfants à se comporter de la sorte. Ce n'est pas une fierté pour Oumolo ou pour tous les Togolais aujourd'hui de se mettre dans cette logique qui voudrait que la souveraineté du peuple togolais soit respectée. C'est-à-dire nous-mêmes, si le Togo marchait bien, convenablement, chacun de nous devait être fier et frapper sa poitrine. S'il y a ces problèmes, ces oppositions, cette crise, je reprends les mots, les termes du G5, la grave crise sociopolitique que traverse le Togo. Ce n'est pas la DMK qui l'invente. Tous les acteurs politiques, tous les Togolais le savent que quand vous gouvernez un pays pour vous seul et pour vos amis, c'est qu'il y a crise. Maintenant, je reviens. La grande sœur donne l'exemple de la France. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne l'exemple de la France. À côté, il y a des pays qui font des efforts dans les domaines démocratiques. Tout récemment, ça ne fait pas encore un mois, le Cap-Vert a passé de bonnes élections. Personne n'a su dans la sous-région. Tu n'as pas écouté RFI. C'est-à-dire, ça s'est passé calmement. Le perdant, qui était le candidat du président sortant, au premier tour, il a eu 47%. Quand son challenger, l'opposant, a eu 51,7%. C'est-à-dire, sans hésiter, il a appelé son portable, appelé pour le féliciter.
Vous pensez que si Ford avait gagné légitimement, tout est clair, nous, la DMK, on devait dire bravo, parce que c'est tout le Togo qui gagne. Tout ce qui se passe, tout le monde est conscient. Et vous-même, vous le savez. C'est votre statut de journaliste qui vous empêche d'être, qui vous oblige d'être au-dessus de la mêlée. Au lendemain, à la soirée. Mais je suis justement au-dessus de la mêlée. Oui, vous êtes au-dessus de la mêlée. Et c'est ça que nous voulons. Nous voulons pour que ce pays puisse bien fonctionner. Le 22 février 2020, ce qui s'est passé, tous les Togolais le savent. Il y avait 7 candidats. Et c'est la maison d'un seul candidat parmi les 7 qu'on est allé encercler. Quand le ministre Yarka a été interpellé par RFI, ce qu'il a fait dire, il a dit que c'est pour le protéger. S'il vous plaît, le langage trahit la pensée. Oui, mais en fait, l'histoire, on la connaît. Oui, mais c'est pour le protéger à quelle fin? Non, mais en fait, cette histoire que vous racontez, on la connaît. Est-ce qu'elle n'est pas dépassée? Elle n'est pas dépassée. C'est toujours d'actualité. La lutte que nous menons, c'est que plus jamais d'élections volées sur la tête de nos aïeux. Plus jamais. Parce que ça retarde notre pays. Quand les institutions ne sont pas fortes pour que nous puissions conduire ce pays vers des lendemains meilleurs, c'est que c'est tout le monde qui empathie. Je disais tantôt, en reprenant l'intervention de Mme Brigitte Adjamago Johnson qui parlait de crise, que la crise pour un certain nombre d'acteurs politiques, notamment ceux qui sont au pouvoir, mais également plusieurs acteurs de l'opposition, cette crise, elle est relativement derrière nous. Elle n'est pas derrière nous. Elle prend même des proportions inquiétantes. Je donne un exemple. Pourquoi le régime a voulu organiser la CNAP, la concertation des acteurs politiques? Parce qu'ils savent qu'il y a une crise. On n'organise pas un dialogue par plaisir. C'est une nécessité. Mais malheureusement, ils n'ont pas respecté ce qu'il fallait respecter. Ils ont voulu faire un dialogue pour exclure certains et choisir leurs propres opposants. C'est ce que nous avons condamné. Et heureusement, le temps nous a donné raison. Parce que le cadre très tôt a vu que ça ne pouvait pas donner ce qu'on souhaiterait. Et par après, la ANC aussi a claqué la porte. Il y a la crise. Dans le domaine social, vous voyez ce qui se passe au niveau de l'éducation. Vous me permettez de ne pas anticiper les choses. Ça veut dire qu'il y a crise. Tous les secteurs, quand le président dit que le gouverne pour la minorité, jusqu'à ce jour, c'est les mêmes personnes. On ne fait que changer de place. Monsieur, c'est une crise. Non, mais en fait, ça aussi appartient sans doute au passé, puisque cette déclaration a été faite il y a presque 8 ans maintenant. S'il vous plaît. Vous avez vu un changement? Vous avez vu un changement? C'est les mêmes personnes qui sont au pouvoir. Non, sans doute que ceux qui gouvernent le pays sentent le changement. À quel niveau? Vous avez un nouveau gouvernement, vous avez par exemple un parlement qui fonctionne avec un certain nombre d'acteurs qui représentent l'opposition. S'il vous plaît. Quelle opposition? Mais il n'y a pas d'opposant. Quelle opposition? Je vous donne un exemple. Hier, je suivais le Parlement et j'ai vu quelque chose qui a attiré mon attention. Qu'est-ce que vous avez vu? Peut-être nos amis qui sont à l'Assemblée nationale n'ont jamais fait ce constat. Les sièges sur lesquels les députés qui représentent toute la nation, c'est peint ou bien c'est couvert par les rideaux bleu-blanc. Non, mais ça aussi. S'il vous plaît, ce n'est pas anodin. Je dis, ce n'est pas anodin. Est-ce que c'est pas un siège pour des détail? représentants de la nation peint en bleu-blanc à l'effigie d'un parti politique et tu te revendiques de l'opposition, s'il vous plaît. Et les écoles. L'institution républicaine. Je suis pour le moment au niveau des députés. Un député issu de l'opposition, moi personnellement Naboudia, une fois à l'Assemblée, en tant que représentant du peuple, élu par le peuple, et au nom de l'opposition, je ne peux pas me permettre de s'asseoir sur ces sièges. C'est-à-dire, c'est comme on n'a pas pris en compte. Le Togo, c'est un État pluriel. Il y a la diversité. Chacun doit être respecté. C'est pourquoi, dans ces institutions qui représentent toute la nation, il faut afficher une certaine neutralité. Les écoles aujourd'hui, tout le monde le sait. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a crise, monsieur. Le Togo traverse une crise, c'est-à-dire quand vous gouvernez pour les mêmes personnes gouvernent durant ces 5 ans, on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de crise. La question que moi je pose, la question elle est très simple. Vous semblez porter seul cette crise visiblement, puisque un certain nombre d'acteurs de l'opposition ne vivent pas la crise de la même façon que vous. Vous me permettez? Oui. On peut, peut-être, nous vivons les mêmes choses. On dit tout le monde regarde ce que je regarde, mais personne ne voit ce que je vois. D'astre. Maintenant, nous, au niveau de la DMK, notre position est claire. Nous sommes toujours sur le contentieux électoral du 22 février 2020. Il y en a qui ont voulu qu'on fasse taire cette page. Nous leur disons que c'est une fuite en avant. C'est une question très lourde de conséquences. Important. Maintenant, vous me permettez, tous les leaders savent qu'il y a crise. Tous les leaders de l'opposition, de la société civile, savent qu'il y a crise. Pourquoi? Aujourd'hui, on ne peut plus manifester. Mais en fait, ça, c'est dû à la Covid-19. Quel Covid? La Côte d'Ivoire, la... s'il vous plaît, c'est durant cette période de Covid que les pays ont organisé dans la sous-région les élections. Ça ne met pas fin aux activités politiques, sociopolitiques. Vous savez, Bouraïma, que la Côte d'Ivoire n'est pas le Togo. Chaque pays a sa position face à la crise liée à la pandémie. Chaque pays se décide par rapport à cette crise
liée à la pandémie. Revenons sur la situation de Oumoulou, Jean-Paul, puisque quand on regarde un peu depuis 2020 la situation de la DMK, le cas Oumoulou semble s'ajouter à un certain nombre de cas. Vous-même, Madame Brigitte Adjemagbo, je ne sais pas quel est votre statut actuellement, puisque entre-temps vous avez été vous-même aussi gardé dans les mêmes locaux au niveau du SCRIC. Quel est votre statut aujourd'hui? Je suis sous contrôle judiciaire, un double. Vous êtes sous double contrôle judiciaire. Vous n'êtes pas seul là-bas, puisque un certain nombre... Je ne suis pas autorisé à sortir du Togo. Ce que les clauses disent, c'est que je dois demander l'autorisation. Mais je vous informe que même pour des raisons professionnelles, ces autorisations m'ont été refusées. Non, cela veut dire que depuis cette époque, c'est la fin de l'année passée, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes toujours resté au Togo? Au Togo. Je n'ai pas pu bouger. Vous n'êtes pas seul dans le cas des personnes inculpées ou qui ont des soucis avec la justice. Il y a par exemple le candidat Béomé qui n'est plus dans le pays. Il y a un certain nombre d'acteurs, certains qui ne sont pas là, certains qui sont détenus à la prison civile de Lomé. Est-ce que tout cela n'affaiblit pas la dynamique? Je pense que, vu la manière dont les choses se gèrent, on peut aujourd'hui dire que ce sont des procédures qui ont été initiées pour affaiblir la dynamique et surtout pour étouffer le mouvement et faire en sorte que il n'y ait plus de combat du tout. Mais vous m'offrez l'opportunité de le dire encore une fois. On n'étouffe pas un combat idéologique de cette manière. Si vous neutralisez, vous supprimez des gens qui sont au devant de ce combat, vous n'allez pas l'arrêter. Il y aura toujours d'autres citoyens qui s'offriront pour porter ce combat-là. Mais ce qui est mieux, ce qui est mieux, c'est de régler le problème qui se pose. Voyez-vous, on arrive toujours à la même conclusion. Même si la situation... Et je suis tenté de dire que ce sont les premiers responsables de ce pays, ceux qui sont censés faire en sorte que les Togolais vivent dans la paix, dans la sérénité, qu'ils vivent ensemble et qu'ils se donnent la main pour construire le Togo. Ce sont ceux-là même qui ne créent pas les conditions pour que ceux dont nous rêvons puissent se réaliser. Les Togolais ne rêvent que de ça. Bâtir le Togo qu'ils veulent. Il y a un Togo auquel nous aspirons tous, même ceux qui sont militants du régime. Vous semblez dire que les arrestations, les soucis judiciaires, même les exils, ne vont pas freiner les ardeurs d'un certain nombre d'acteurs et d'autres viendront, c'est ce que vous semblez dire, mais visiblement les Togolais, ils sont de moins en moins assortis dans les manifestations. On a vu par exemple les appels à manifester à Bruxelles, à Paris ou un peu dans la diaspora, que ces appels-là ont été faiblement entendus. Non, non, je ne suis pas d'accord. Moi j'ai vu les images. Vous avez vu les images. Vous avez vu les images. Ce que moi j'ai retenu des images, c'est que même lorsque les manifestations ont eu lieu un jour ouvré et dans un délai aussi court, il y a des Togolais qui ont fait des efforts pour venir, pour aller à ces manifestations et se sont fait entendre. J'ai retenu que ce qu'ils n'auraient pas pu faire dans leur pays, ils ont été autorisés à le faire ailleurs, à l'étranger. J'ai retenu et je retiens aussi par rapport à ce que vous dites quand vous
vous avez l'air de penser que de moins en moins de Togolais sont préoccupés par le combat que nous menons. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que le régime n'économise, il ne ménage aucun effort pour étouffer, pour empêcher qu'on ne manifeste. Tenez, tenez, nous nous sommes dit, face à ce problème que nous devons gérer, nous reconnaissons que nous luttons, nous agissons, c'est vrai, mais Dieu nous accompagne dans nos efforts parce que c'est un Dieu de liberté. C'est lui le premier garant des droits de l'homme. Ça, si vous ne le savez pas, sachez-le. Et nous reconnaissons que dans les petits efforts que nous faisons, malgré la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons, il nous accompagne. Et la DMK a invité les Togolais, vendredi dernier à 13 h, à aller prier à la mosquée, à la grande mosquée, en face de la cour d'appel, et à se préparer pour mardi prochain à aller prier aussi à l'église, à la paroisse Cristo Resorto. Vous savez quelle a été la réaction du régime vendredi? Eh bien, l'imam a été inquiété. Il a été inquiété, on suppose, pour avoir accepté de prier. Mais c'est son rôle. Le même imam prie pour les tenants du régime qui commandent des prières, qui vont prier là-bas. Pourquoi veut-on faire croire... Donc finalement, vous n'avez pas prié là-bas. Mais les Togolais qui ont été courageux sont allés prier. Donc mais ce que vous devez constater, c'est que ces manœuvres-là ont découragé bien de gens. Donc si on ne peut pas manifester, on ne peut même plus aller prier pour demander à Dieu ce qu'ils sont en train de faire là est mauvais. Épargner des souffrances à notre camarade et faites en sorte qu'il soit libéré. Les Togolais sont découragés. Les Togolais sont découragés, c'est ce que vous venez de dire. Cela suppose que mardi prochain, par exemple... Ils n'ont pas pour autant je vais poser la question. À leur désir. Oui, mais ils ont... Certains, leur ardeur, sans doute, été entamés. Mardi, ils viendront sans doute pas en nombre suffisant à la prochaine manifestation. À l'église, par exemple. Pourquoi vous présumez déjà qu'ils ne seront pas en nombre suffisant? Si l'imam comment dit, l'imam a été inquiété, cela suppose que peut-être le prochain pasteur sera lui aussi inquiété. Eh bien, nous espérons que le régime comprendra. Naboudiak, le Togo ou les Togolais ont toujours prié. Depuis le début du processus démocratique, je me rappelle les années 90, au début, pour les grandes manifestations, que ce soit au stade d'Ablogamé ou sur le terrain de l'Étoile filante, il y avait toujours beaucoup de prières. Mais on a l'impression que ces prières ne sont pas entendues, visiblement, puisque par exemple, les soucis ou les défis qui se posaient à l'opposition, ces défis-là, visiblement, sont restés. Les défis qui se posent au pays, puisque vous portez la question de l'alternance, la question du bien-être ou du mieux vivre des Togolais, ces questions-là, visiblement, à vous écouter, sont restées. Et ça dit que Dieu ne vous écoute pas. Dieu écoute le Togo. Dieu écoute bien le Togo. Dieu nous aime. Sinon, si c'était ailleurs, le Togo n'allait pas être encore aujourd'hui dans ce calme, avec tout ce que nous subissons. Dieu aime le Togo. Nous, c'est pourquoi nous avons voulu, Monseigneur Poduro, à qui je jette des fleurs, a voulu que l'alternance se fasse par un ancien du régime. C'est un message fort qu'on a envoyé à nos frères au pouvoir. C'est votre élément. Il a bossé avec vous. Il vous connaît mieux. C'est un pont qu'on a voulu offrir et le régime, et l'opposition, et toute la société civile, et par ricochet, le peuple togolais tout entier. Mais malheureusement, ils ont encore, comme à l'accoutumée, balayé du revers de main cette piste, cette alternative. Je voudrais revenir sur un mot qui est sorti. Les Togolais ne sont pas découragés. Loin de là.
Ce qui s'est passé la dernière fois au niveau de la mosquée proche de la cour d'appel de Lomé, menaçant l'imam qui devait diriger la prière le vendredi, c'est inadmissible. Nos amis au pouvoir demandent aux imams, aux prêtres, aux pasteurs d'organiser les séances de prière pour eux. Personne ne refuse. Mais quand il s'agit d'un parti, de l'opposition, de la société civile, de demander les mêmes droits, en ce moment, on trouve que ça n'a pas sa raison d'être. Vous voyez, 2 poids, 2 mesures pour un pays qui se dit démocratique. On menace un homme de Dieu parce qu'il a accepté d'organiser une prière. Prier pour les Togolais, pour que ça marche bien, pour qu'on trouve des solutions idoines à nos problèmes, pour qu'on mette fin à ces menaces. Et voilà, il a été menacé. Menacé. C'est là que la grande sœur a dit le mot découragé, c'est-à-dire quand les gens ont appris que c'est comme ça, l'imam a été menacé, c'est-à-dire quelque part, ils n'ont pas voulu prendre le risque peut-être de mettre encore en danger la vie de l'imam. Mais ceux qui étaient téméraires ont dit non, c'est un lieu de culte, c'est un lieu de prière. Les gens y sont. Ça, on le sait suffisamment, madame l'a dit. La question, c'est de savoir si finalement la question du Togo va être réglée par des prières, puisque c'est pas la première fois qu'on prie au Togo. S'il vous plaît, on dit ora et labora, prie et travail. Absolument. Prie et travail. Les Togolais sont déterminés. C'est pourquoi le régime est conscient, ils savent lire les choses. Le 19 août 2017, vous me permettez, le 19 août 2017, à la veille, le ministre Yark monte sur la TBT et dit que c'est quoi le PNP? Vous me permettez de donner cet exemple. Mais le lendemain, sur toute l'étendue du territoire national, c'est-à-dire le peuple est imprévisible. Le régime sait. Ils savent que les Togolais ne sont pas découragés. Ils sont toujours restés les mêmes, déterminés, intrépides. Donnez-nous, le Front citoyen Togo, debout, faire les pieds et les mains pour organiser un simple meeting. Un simple meeting d'information. Jusqu'à ce jour, c'est la 3e fois qu'on a encore demandé et on a programmé pour le 20 de ce mois. On attend. Si réellement nous sommes dans un état, ils ont peur. Ils ont peur parce que quand tu prends ce qui n'est pas à toi, tu ne peux pas dormir. Et comme le dit Pierre Abélard, les méchants ne sont pas heureux. Nous allons revenir sur la situation. Nous allons revenir sur la situation de Jean-Paul Moro, puisque c'est cette situation qui sans doute vous préoccupe. C'est pourquoi vous êtes là. Et on lui reproche un certain nombre de choses. Nous avions dit cela. Quelle va être la suite? Parce qu'un certain nombre d'observateurs se posent une question qui est légitime. Que cherchait-il à Lomé? Eh bien, que cherchait-il à Lomé? Moi, je réponds tout simplement qu'il est citoyen togolais. Et que fondamentalement, cette question ne devrait pas se poser lorsque un citoyen togolais vivant à l'étranger revient chez lui. Non, mais en fait, Vous reconnaissez qu'il est un citoyen togolais. Mais il n'est pas un citoyen. Qui n'a commis aucun crime, on l'a expliqué, on l'a démontré. Tout ce qu'on peut lui reprocher, et qui ne serait même pas juste, c'est de s'engager pour que son pays, le Togo, devienne un pays démocratique. Mais vous avez souvent dit, madame, vous avez souvent dit en venant ici que le Togo n'est pas un pays démocratique. C'est vous qui le dites très souvent. Oui, on se bat pour ça. Oui, mais dans ce cas, par exemple, comment est-ce que vous pouvez venir dans cet état-là, après avoir accepté représenter ce même pays à l'extérieur en étant issu d'un gouvernement qui est un gouvernement concurrent au gouvernement qui est sur la place? Sur le plan des principes, cela ne justifie pas qu'on l'empêche de revenir chez lui. Et je vous redonnerai, je vous rappellerai encore une fois que s'il pose ce genre d'acte dans les conditions où il l'a posé, il faut tout simplement reconnaître que nous sommes en crise et c'est la réponse ou les réponses à cette crise qu'il faut trouver. Plutôt que de chercher à l'arrêter. Madame, vous savez très bien que les autres ne reviennent pas au pays. Ils savent qu'en revenant au pays, ça peut leur être préjudiciable. Eh bien, il n'y a pas de quoi s'en glorifier, M. Pierron. Il n'y a pas de quoi s'en glorifier. Parce que c'est reconnaître, à contrario, que le Togo est un pays qui n'est pas un pays démocratique. Alors qu'on donne l'impression à l'étranger, à l'extérieur,
que nous sommes une démocratie. Et justement, c'est à ça qu'il faut remédier. Nous en parlerons dans un instant, puisque à partir de cet instant, nous allons permettre aux auditeurs de participer à l'émission, parler du Togo avec les dernières notes du MCC. Si nous avons le temps, nous dirons un ou deux mots également du secteur de l'éducation nationale. Si nous avons aussi le temps, nous dirons un ou deux mots de ce qui s'est passé cette semaine au Bénin, qui est considéré comme étant historique, la restitution des biens royaux au Bénin. Et je rappelle aux auditeurs les numéros de l'émission 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Nos invités, pour la première fois, Naboudia Bouraïma, il est porte-parole de la DMK, il est avec nous, et puis Madame Brigitte Adjamaboy Johnson, la coordinatrice de la dynamique. Allô, bonjour. Allô? 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 Oui, ben, allô? Allô, bonjour. Oui, vous êtes en antenne, vous parlez un peu plus fort. Joshua. Oui, Joshua de Zangara, comment vous allez? Ça va très bien. Ok, vous êtes en antenne, Joshua, allez-y pour vos questions. Oui, je salue tous les invités, cette madame, tous monsieur. Mais bonjour. Oui, monsieur Pierrot. Ouais. Humblement, c'est pour dire à tous nos acteurs politiques du Togo, je pense qu'ils doivent encore aller du pouvoir comme de l'opposition. Hein. Parce que tout d'abord, je condamne aussi l'arrestation de notre frère. Mais au même moment aussi, notre frère dont vous parlez, moi d'habitude je le suis sur Facebook. Malgré que moi aussi je suis pour la tenance, mais je n'arrive pas à supporter cet audio. Franchement, moi-même aussi. Je n'arrive pas. Il y a des mots que les gens qui sont à l'extérieur prononcent, même nos acteurs qui sont ici dans le pays ne vont jamais oser l'utiliser. Donc je pense que c'est le moment de nous dire la vérité. Pourquoi ceux qui sont dedans n'arrivent pas à utiliser ces mots? Mais ceux qui sont dehors là, ils se peut-être tout. Mais après tout, ils vont encore venir dans le pays là. Bon, moi, ça fait un peu mal. Donc il faut que nous tous, on apprenne à faire la politique proprement, sans insulte, sans embêtement. On ne sait pas si c'est pas qui dirait, mais moi, le Dieu là, que moi je vois souvent, il est réussi là, moi, ça ne me fait pas. Ok, on a compris, Joshua, votre point de vue. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Joshua, il est parti. Réaction à l'intervention de Joshua? Non, moi je note tout simplement qu'il dit qu'il est contre son arrestation, son enlèvement. C'est tout. Ça me satisfait. Mais en même temps, il dit quand même que les propos, oui, quelque part... Oui, c'est son opinion. Et je crois qu'en la matière, non, mais vous parlez, ça dépend du tempérament de chacun. Et on ne peut pas imposer aux gens les mots qu'ils doivent utiliser pour dire ce qu'ils ont à dire. Ça dépend du tempérament de chacun. Et je retiens encore une fois qu'il dit qu'il est contre cette arrestation. Bien, merci. Et l'opinion des citoyens compte dans un pays. Merci, deuxième auditeur. Après, je rappelle également que les auditeurs qui nous regardent un peu partout peuvent laisser des commentaires et des questions. Nous ferons l'effort de les partager avec nos deux invités. Allô, bonjour. Allô, bonjour Pierrot. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? C'est M. Colani depuis après. Colani, comment vous allez? Je porte bien mon frère. Ok, allez-y. Je salue vos invités. Bonjour, M. Colani. J'ai voulu passer par votre chaîne pour interpeller le chef de l'État. Et pourtant, vos deux invités nous ont dit que c'était très pertinent. Le chef de l'État, en prenant le pouvoir en 2005, il y a eu des actes qu'on a posés. Et lui-même n'a dit pas plus jamais ça. Plus jamais ça sur la tête de nos aïeux. Mais ça continue. Donc j'ai voulu le dire. Si on ne peut pas démettre le commandement des scripts là, et toute la manière dont Nabouga a dit, et on a arrêté au Morou, mais ce n'est pas possible à ce 21e siècle. Et moi, quand on a arrêté, j'ai appris sur les réseaux sociaux, j'attendais qu'on nous donne les charges. Les charges qu'on a données là, c'est à cause de ça qu'il faut amener 2 pick-up, 3 pick-up. Nous devons armer.
Pour prendre cette liberté, c'est quelqu'un qui a dit, ou bien il a même César. Mais le commandement, c'est quoi? Le speech là, le speech dépend directement de la présidence. Je demande au chef de l'État, parce que ça dit son nom. C'est pas possible. On trouve des signatures. C'est l'heure de la responsabilité. Kolani, on a noté votre indignation. On a noté l'indignation de Kolani. Oui. Oui, allez-y. On demandait à la coordinatrice, qui était coordinatrice de la P14, d'envoyer une lettre à tous les partis politiques au nom du CDT, pas de la coordination du syndicat. Et Nabouja, qui est de la société civile, je dis à tous les gens de la société civile, le même peuple qui est sorti pour eux, la P14, c'est le même peuple qui est parti sanctionner dans les villes. Et au moins, fait partie. Et c'est lui qui vient d'arrêter. Ils ne font pas ça. Et si les lettres, et le jour, les gens ne vont pas répondre à vos lettres, venez dire ça devant la presse pour contre les féministes du peuple. C'est très important pour moi. C'est noté, cher ami Kolani, c'est noté. Sans doute que vous partagez ces préoccupations, que prochainement, celui qui va être interpellé soit interpellé dans des conditions, je ne sais pas. Non, ce qu'il veut dire, c'est que ce qui est arrivé à Jean-Paul Omolo, qui est un combattant pour la démocratie, devrait interpeller et rassembler tous ceux qui s'inscrivent dans cette logique-là de la lutte. C'est votre lecture. Pour la démocratie. Bien, et je dis, au-delà même de ceux qui luttent pour la démocratie, tous ceux qui ont une sensibilité aux droits humains, tous ceux qui croient vraiment que l'être humain est quelque chose de sacré et qu'on doit respecter ses droits, même dans le camp du régime, je suis sûr qu'ils sont interpellés. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Oui, je voudrais ajouter un grain de sel. Allez-y. En reprenant les propos de M. Kolani et par rapport à ce que j'avais dit. Omolo, on peut tout le reprocher, mais il a envoyé un message fort au régime. Les gens trouvent que ses propos sont plus ou moins démesurés, exagérés. Mais il a accepté volontiers venir au Togo. C'est-à-dire, si nous étions prêts à écouter tout le monde, c'était l'occasion de l'appeler. Mon frère, voilà ce que tu dis. Qu'est-ce que tu penses concrètement qu'on peut faire pour résoudre le problème du Togo? C'est-à-dire, par rapport à ce que les gens disent, ce monsieur a accepté de venir chez lui. Vous savez, ce n'est pas facile d'être en exil. Ce n'est pas facile d'être hors de son pays. Être apatride, ça fait mal. Quand tu es dans un autre pays, loin de ta terre natale, c'est une souffrance totale, quel qu'en soit ce que tu as. La chaleur humaine leur manque. Nos frères qui sont à l'étranger, à plus de 90% veulent revenir au Togo. Mais aujourd'hui, beaucoup ne peuvent plus avec ce régime. Omolo, qu'on reproche qu'il a des propos de va-t-en-guerre. Ça dépend de l'appréciation de chacun de nous. Parce que quand vous prenez 3 personnes, tout le monde n'a pas la même manière de réagir face à une situation donnée. Maintenant, est-ce que vous l'applaudissez quand il est Monsieur Omolo, quand il a été... Non, mais en fait, quand il intervient sur les réseaux sociaux notamment, est-ce que vous... J'ai dit quelque chose, j'ai dit, quand vous prenez 3 individus... Non, mais vous personnellement. Moi, monsieur Omolo, je ne peux pas le condamner. Je ne peux non plus juger ses propos, sa manière. Il n'a jamais demandé... C'est-à-dire, lui, il ne prend pas une arme. C'est-à-dire, à partir des mots, c'est moins grave que ce qui tue. Non, mais en fait, vous savez aussi que c'est à partir des mots qu'on prend les armes. Il n'a jamais... Non, mais en fait, par exemple, même si... Vous... Tout est fait à partir du verbe, vous le savez. Je ne refuse point. Mais est-ce que les propos de M. Omolo sont plus dangereux que ceux qui tuent les enfants? De ceux qui nous font souffrir, de ceux qui font arrêter des gens arbitrairement sans respecter les institutions les plus simples, les droits les plus simples des individus. Ce qu'on a fait à Omolo, le monde entier se moque de nous. Ce que je voudrais dire, vous me permettez de terminer. M. Omolo a montré à ce régime que, quel qu'en soit ce que je fais, je dis, je suis prêt pour qu'on résolve la crise togolaise à travers des démarches politiques. C'est ça même qui l'a convaincu à venir au Togo. Bien, merci. À la question de Mike John qui demande quelles sont les actions que vous entendez mener pour la libération de Omolo. C'est quelqu'un qui nous regarde quelque part sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup parce que c'est ce qui nous préoccupe véritablement et nous menons beaucoup d'actions de lobbying et d'actions diplomatiques pour que au sein de la communauté internationale, les acteurs qui comptent comprennent encore une fois que ce qui se passe au Togo va dans le mauvais sens. Et donc, qu'on essaye de faire comprendre au régime, de le libérer, et par la même occasion, qu'on trouve une solution à la crise que nous
traversons. En dehors de ça, vous avez suivi et vous en avez parlé, et ça ne fait que commencer. Là où le droit de manifester est reconnu, eh bien, nos compatriotes l'utilisent pour montrer que les citoyens togolais sont mobilisés et ne sont pas d'accord, n'acceptent pas qu'on mette en prison M. Jean-Paul Omolou. Bien, merci. En dehors de ça, eh bien, nous continuons de conscientiser, de mobiliser. Je vous ai dit tout à l'heure, nous allons prier mardi prochain. Ne me dites surtout pas que c'est anodin et que ce n'est pas adapté à ce combat-là. Toutes les stratégies que nous pourrons utiliser, nous continuerons. Merci, madame. Après Kolani, qui était le deuxième auditeur, le troisième allô. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom et puis la question? C'est? Oui. Ouais. Je vais m'adresser principalement à ma soeur, madame Diane. Ma soeur, parce que nous sommes de la même localité. Je veux savoir, dans quel pays on va pouvoir gouverner de faire la politique sans dialogue. Ici, vraiment, navré, pour que les opposants se disent opposants, mais ne veulent pas affronter pas tout pouvoir. Depuis longtemps, au sein de la politique nationale souveraine, j'ai apprécié ma soeur, qui m'a côté, à côté de Monseigneur Poudreau, qui est aussi de ma localité. Mais depuis lors, eh bien, le changement. Monsieur et Monseigneur Poudreau, ne peut pas faire de la politique. On a eu l'exemple de Guinée, du Congo, de RDC. Ils ont fait la conférence, ils ont annulé la conférence, ils sont écoutés. Ou bien ils restent pour faire la médiation. Ma soeur, qui est dans ta famille, quand tu es allé pour la campagne, quand elle voit qu'il y a eu son frère qui est au village, qui est chef canton à la fin du qui va passer, ces gens-là. Alors, Théo, s'il vous plaît. Oui. Oui, mais en fait, en réalité, nous sommes au Togo. C'est pas important tout le temps de mettre en exergue les origines des uns et des autres dans les combats. Non, mais sinon, sur la question du dialogue, c'est noté, je vais soumettre ça. En plus, oui, tout est noté. Michel cherche vraiment à conquérir tous les Togolais, à faire le dialogue, à rassembler les gens. Quel mouvement font-ils pour pouvoir Bien. C'est noté, cher ami Théo. Votre intervention, vous l'avez axée sur le dialogue. En fait, quand on l'écoute, on a l'impression que l'opposition refuserait à dialoguer avec le pouvoir. Je ne sais pas si c'est ça la réalité. Mais quelle est la situation aujourd'hui quand on parle encore du dialogue? Si on sait qu'il y a juste 3 ou 4 mois, le Togo a fermé de nouvelles discussions et a appelé les concertations nationales entre acteurs politiques. Je voudrais, permettez-moi de répondre quand même à ce compatriote qui a posé des questions qui m'interpellent et qui me font dire en réalité, il fait partie de la minorité des Togolais que nous devons encore conscientiser, travailler à conscientiser. Et j'ai beaucoup de peine de l'avoir écouté parce qu'il vient justement d'une localité comme d'autres localités du Togo dans lesquelles les populations souffrent, sont bâillonnées et ne peuvent dire un seul mot. Il a parlé comme s'il ne savait pas comment les élections se déroulent dans ce pays et se déroulent particulièrement au Togo. Et tout ce que je lui offre, c'est comme apparemment il a envie de parler, eh bien, je lui propose que nous continuions
la discussion que nous avons entamée ici hors antenne. Et je voudrais lui dire que au Togo, nous avons déjà eu plus de 20 dialogues. Là encore, il a une vision erronée de ce qui se passe au Togo. Il faut qu'il se remette en cause, il faut le secouer, parce qu'il fait partie de cette minorité que le régime arrive à embrigader, peut-être à travers des petits privilèges hein, qui ne répondent qu'à leur Madame, vous savez ce qu'on a fait? Et nous devons arrêter. Puisque vous allez continuer le dialogue en antenne, je tiens à continuer si tant est il n'y a pas de souci. À continuer à dialoguer. Merci beaucoup. Après Théo, nous allons retourner au téléphone. Et puisque Théo et Madame vont continuer le dialogue hors antenne, surtout que les deux sont de la même localité. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est Bozambo. Oui. Comment vous allez? Oh, je me porte un peu bien. Ok, allez-y. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, Bozambo. Tout le monde, tous les collègues voient ce qui se passe dans ce pays. Si vous êtes les médias, vous n'attaquez aucun parti politique. Et vous avez dit que c'est ça. Nous sommes tous des enfants togolais. Si quelqu'un n'a pas le droit de décider les territoires togolais, ils n'ont qu'à décider que nous leur nom et donner mandat d'arrêt contre cette gens-là. Ils savent que si arrivé à Lomé, il doit arrêter. Parce qu'il y avait nos frères, nos sœurs, en train de tirer à Lomé, de braquer à Lomé, de prendre des milliers à Lomé. Mais ces gens-là, ils laissent librement. Et les gens, ils le pays, ils laissent les gens-là. Les gens amènent des choses toxiques que nous mangeons, on les fait dans ces argents-là. Si on dit outrage, je ne suis plus le gouvernement, je suis le chef de l'État. Il n'a qu'à vouloir bon exemple pour l'Afrique, pour sauver le Togo. La fois passée, si on dit que Madouga est ainsi, les pouvoir, c'est pas ainsi, si ainsi aussi, si tu es un chef d'État ou bien si tu veux côté, on doit t'expliquer. Et nous prions, ce qui se passe maintenant, on voit immédiatement le chef de l'État. Et vous, les opposants, qui ne sont pas unis, vous êtes divisés et vous incitez et profitez tout ce qu'ils vous fait. Mais merci beaucoup, Bozambo, pour votre commentaire, puisque c'est des positions qui, sans doute, sont appréciées par les deux invités. Et nous allons mettre de côté cette intervention, puisqu'elle va dans le même sens que les interventions de nos deux invités. Peut-être reconnaître que c'est un défi permanent que nous devons essayer de relever, le fait que l'opposition parle d'une seule voix. Bien, merci. Et je suis d'accord. Ouais, on va au téléphone après Bozambo pour insérer notre auditeur. Allô? Oui, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne, c'est Pelé? Oui, comment vous allez? Ok, allez-y, Pelé. Bonjour, Pelé. Oui, une question d'abord au porte-parole et après à la coordination. Bon, pour le porte-parole, je voudrais demander ce que le ministre Christian Bruno a dit à l'exhaustion le conseil aller chercher des armes. Est-ce que c'est ça que M. Omonou a commencé? C'est la première question. Pour Mme Ademago, je pense que au C14, ça avait commencé avec M. Hubert. C'est que c'est ça qui a cassé la C14. Maintenant, aujourd'hui encore, c'est M. Hubert qui commence à parler de la DNK. Est-ce que M. Hubert Assisté est fini de la DNK? Parce que, à la vue où vont les choses, nous allons encore répéter la même chose qui s'est passée à la C14. Moi, je l'avais dit à l'époque que c'est fini ça. Nous n'aurons plus à avoir une coalition à part la DNK. Si la DNK va se dire, il faut le dire en même temps. Vous êtes la responsable. Merci. Bien, merci. Oui, je voudrais d'abord remercier notre auditeur pour sa question très pertinente.
Moi, j'ai donné l'exemple, les propos de Trimois, comparativement à ce qu'on reproche à notre frère Omolo, pour montrer quelque part que quand vous avez la loi, quand vous avez une justice, quand vous avez des institutions, elles doivent être impartiales. C'est-à-dire, on ne peut pas, parce que c'est un opposant, il suffit seulement peut-être de donner quelques égarements. Les secondes qui suivent, la gendarmerie et la police se retrouvent à tête haute. Je voudrais juste aussi montrer que dans ce pays, des gens ont tenu des propos plus gravissimes que ce que M. Omolo a dit. Mais les secondes qui suivent, ils n'ont pas été inquiétés. Mais quand c'est un opposant, moi je l'ai dit, je donne mon exemple personnel à Kara. Le 6 août, vous me permettez, le 6 août 2012, le préfet Bakali, toujours en fonction, tout le monde peut l'interpeller au téléphone, a appelé, parce que le CSC avec le collectif Sauvons le Togo a tenté une manifestation à Kara. Ça a été empêché par des jeunes qui se revendiquaient de unis, que pas question, pas de mouvement de l'opposition à Kara. Mais tenez-vous bien, le 6 août 2012, le préfet Bakali a convoqué mon chef service, M. Traoré, paix à son âme, pour lui dire que Naboudia est Bassar. Tu veux faire la politique d'aller à Bassar, sinon tu vas le casser la tête. Le 8 août 2012, le directeur, M. Traoré, m'appelle au bureau. C'était tombé sur un samedi pour me dire que voilà ce que Bakali dit, le préfet Bakali dit. Il dit non, Bakali n'est pas mon Dieu. Moi, je fais la politique, Bakali fait la politique. Il ne peut pas se prévaloir et ce droit de dire que de mettre ma vie en danger. J'ai saisi l'institution des droits de l'homme. Je profite de saluer la CNDH parce qu'ils ont fait des démarches pour aller vers lui, pour l'interpeller. Et il s'est excusé. Il avait saisi par un courrier le ministère de la Sécurité pour lui dire que ma vie est menacée à Kara. Voilà les propos de M. Bakali. Mais c'est la question de l'auditeur. Voilà la question de l'auditeur. Quel est le rapport? Le rapport, c'est juste pour dire que les gens prennent des propos plus dangereux que ce qu'Omolo dit, mais ils ne sont jamais inquiétés. C'est ce que j'ai voulu montrer. Okay. Les gens tuent allègrement dans ce pays, mais n'ont jamais été inquiétés. Ok, c'est noté. Voilà. C'est noté. Donc, c'est noté, s'il vous plaît. On va retourner avec madame pour la deuxième partie de la question de l'auditeur. Cette question qui revient sur Fulbert. Et à laquelle j'ai déjà répondu. Non, peut-être qu'il n'a pas écouté. Je voudrais juste ajouter que je suis sûr que mon collègue Fulbert Atisso est à l'écoute. Il analysera les réactions des Togolais et il en tiendra compte. J'en suis sûr. Voilà tout ce que je voulais ajouter. Et dire aussi que dans tout regroupement, on gère aussi les contradictions internes si ces contradictions internes existent. On revient sur... Mais ça ne peut jamais nous emmener à laisser de côté la contradiction principale. On revient sur Jean-Paul Omolo puisqu'on lui reproche la diffusion de fausses nouvelles, mais quand je lis un peu les réactions sur les réseaux sociaux, on impute un certain nombre de faits à la DMK en général. On parle de mensonges, on parle de traficotage. Est-ce que vous vous reconnaissez dans tout ce qui vous est reproché depuis quelque temps, notamment quand on lit les réseaux sociaux? Oui, ça revient très souvent. On parle de mensonges, on parle de coups de bas. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces faits-là? Vous m'avez vu mentir publiquement. Quand je dis vous, quand je dis vous, pas vous personnellement. Les positions officielles, la DMK est une organisation sérieuse qui mesure le poids de la responsabilité qu'elle porte et qui n'a d'autre souci que de faire en sorte que les aspirations des Togolais à l'alternance soient concrétisées. C'est tout ce que je peux vous répondre et vous dire que, bon, on peut, c'est de bonne guerre, hein, on peut vouloir dénigrer si on ne veut pas que cet objectif soit atteint. Je dirais, en ce qui me concerne, que nous sommes des hommes et des femmes responsables. Le D12 Pyramide FM avec deux invités, Madame Brigitte Diabago, Johnson et Bouraïma Naboudjak de la DMK. Au lendemain de l'arrestation de Jean-Paul Moulou, on a eu Agobé Kodjo, le candidat de la DMK, intervenu pour lancer un appel à l'union sacrée. Que voulait-il? Oui,
Je voudrais d'abord remercier M. Aboume Kodjo qui a reçu des titres de reconnaissance à l'étranger par rapport à cette lutte qu'il est en train de mener avec toute la diaspora togolaise de par le monde entier. C'est à saluer à sa juste valeur. Mais quel titre? Oui, on a récompensé M. Aboume Kodjo pour ses efforts dans la lutte démocratique. C'était où? C'était quand? Ça s'est fait la semaine de se passer au niveau de, je crois, à Bruxelles ou à Paris. Il a reçu encore un autre prix. La grande sœur Agamago pourra donner plus de détails par rapport à ça. Le président Aboume Kodjo a lancé un appel à l'Union sacrée des forces démocratiques et citoyennes. Je crois que ce n'est pas anodin. Et comme l'avait déjà demandé un interlocuteur, et surtout M. Kolani, en disant que les forces démocratiques et les forces citoyennes doivent se mettre ensemble pour que nous puissions défendre les valeurs démocratiques. C'est en ce sens qu'il a lancé cet appel. Parce qu'il sait, quand vous êtes ensemble, ça donne encore plus de résultats. Et c'est ça même la force de la DMK. Là, vous savez, comme on l'avait déjà souligné, la DMK est une mosaïque de partis politiques et des mouvements de la société civile. Et c'est aujourd'hui un mouvement citoyen. Donc, par rapport à cette expérience, nous pensons que nous sommes ouverts. Et nous avons besoin de tout le monde pour que le Togo retrouve encore cette démocratie qui nous est chère. Je voudrais revenir sur une petite parenthèse. Je vous parler des mensonges, des dénigrements, que les gens pensent que ça vient de la DMK, des militants de la DMK. Aucun responsable de la DMK ne peut se livrer à ce jeu. Nous sommes des gens responsables, des gens matures, qui savons où nous voulons aller. Nous demandons à tout le monde de comprendre que c'est dans le respect mutuel qu'on peut y arriver. Mais ce qui s'est passé le 22 février, avec les lettres, les déclarations de tous les leaders des partis politiques, et à la fin, les gens sont restés silencieux. Je crois quelque part que ça fait penser, ça fait penser. Allô? Réfléchir. Allô? Bonjour. Bonjour. Ouais. Salut, tonton. Oui, quel est votre nom? Monsieur David. Monsieur David. Oui. Allez-y, on vous écoute. Madame Madame, s'il vous plaît, je vais vous demander humblement de changer la politique au Togo parce que vous avez l'habitude de faire toujours la même chose. Tout ce que vous avez fait aujourd'hui là, les gens ont fait beaucoup de choses, mais ça ne l'amène nulle part. Parce que toutes les considérations que vous commencez à faire sur chaque chose là, c'est déjà passé. Je vais vous demander pardon de changer la politique au Togo. Pour votre collègue là et au monsieur Omolu là, parce qu'il a trop aussi. On peut dire la vérité. Ce qu'il a fait là, il a trop aussi. Si vous connaissez quelqu'un, il faut savoir de la partie. C'est un exemple pour lui. Tout ce que même ce que monsieur Omolu a fait là, même s'il a fait ça en États-Unis là, on devrait l'arrêter. Il a fait qu'on le devrait arrêter. Pourquoi il est rendu au Togo? Bien, merci David. Faire la politique autrement, c'est ce qu'on peut retenir de la première partie de l'intervention de David. Faire la politique autrement à la DMK aujourd'hui, vu le contexte, qu'est-ce que cela peut supposer? Moi, je suis resté sur ma soif. J'aurais souhaité qu'il nous fasse au moins une proposition. Parce que lui aussi, c'est un citoyen togolais. Ce que nous sommes en train de faire, nous réclamons qu'on résolve le contentieux électoral. Nous demandons également plus de démocratie pour tous les Togolais, pour le protéger lui-même. Quand il condamne la position de Omolu, je tiens à leur dire que ça fait mal d'être dans un état démocratique en Suisse comme Omolu et voir son pays mourir dans la dictature. Ça fait mal. Et j'avais déjà donné un exemple. On ne peut pas l'en vouloir. Quand vous êtes déjà 3-4 personnes, tout le monde n'a pas la même manière de réagir. Le papa, un parent, a l'obligation d'écouter tout le monde par rapport à son tempérament. Moi, Naboudia, j'appelle nos frères qui sont au pouvoir, mes frères, je sais pourquoi. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas contre les individus, c'est contre un système. Parce que quand vous dirigez, vous prenez tout le patrimoine d'un État et que ça se partage entre un petit groupe. Parce que Ford lui-même le dit, le 26 avril 2012, que c'est une minorité qui s'est accaparée des biens de l'État. S'il vous plaît, c'est un patrimoine commun. Une richesse qui appartient à toutes les familles, à toutes les ethnies, à toutes les communautés. Et quand quelques individus sont capables, je dis ça fait mal. Bien, merci. Ça fait mal. Merci beaucoup. La deuxième partie de la question. Se retrouver au Togo, c'est oser. C'est un peu le sens de l'intervention de David. C'est vrai que nous l'avons suffisamment commenté. Je ne sais pas si vous voulez encore ajouter un mot après l'intervention de David. Non, moi je voudrais l'exhorter à réfléchir davantage à la situation. Parce que ce qu'il dit là, je répondrai tout simplement que c'est un aveu que le Togo n'est pas encore un pays démocratique. Et nous ne voudrions pas vivre Il y a ce genre merci, de pays. merci beaucoup. Il y a ce commentaire de Koko Sichopé Adjangba Sopo.
C'est un commentaire sous forme de question également qui interpelle et faire de la politique et porter des critiques sur le pouvoir. Est-ce que c'est un péché au Togo? Ça va dans le sens de plus d'opposition. Ça va N'est-ce dans pas? le bon sens. Ok, on retourne au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Oui. À côté, vous êtes à l'antenne. Comment vous allez? Je vais très bien. Ok, allez-y. Bonjour nos invités. Bonjour, mon frère. Bonjour. Merci d'abord pour votre courage. Il faut aussi reconnaître une chose. Monsieur Omolou a commis une erreur grave. Vous qui êtes là-bas, Madame Adjamabo, vous n'avez rien fait, mais vous avez été arrêté. D'autres personnes aussi, ils n'ont rien fait, ils ont été arrêtés dans des conditions que nous savons tous. Pourquoi lui, qui a été nommé ambassadeur et à l'extérieur, il a voulu revenir dans ce pays, dans ce moment-ci? Or, lui-même il sait qu'il y a une crise profonde politique actuellement au Togo. Il ne devait pas le faire. Cependant, moi j'aimerais juste dire au pouvoir en place qu'on a besoin de tous les fils et toutes les filles du Togo pour construire notre pays. Si un Togolais qui vit à l'étranger vient au Togo et puis on l'arrête, je pense que ça ne peut pas encourager ceux qui sont encore de l'autre côté à venir ici pour construire le pays. Si vraiment nous voulons construire un Togo paisible, il faut accueillir tout le monde. Dans la diversité d'idées, on peut encore construire plus mieux le Togo que de mettre les gens en prison. Merci beaucoup à vous. Bien, merci, cher ami, à côté pour votre intervention. Nous allons en profiter pour dire deux mots des bonnes notes du MCC pour ce qui concerne le Togo. Je l'avais dit à l'entame de l'émission, le Togo a validé un certain nombre d'indicateurs et le pouvoir applaudit. Je ne sais pas si vous applaudissez en même temps que le pouvoir. Vous savez, tout ce que nous voulons, nous souhaitons pour le Togo, c'est ce que le programme MCC essaye de faire pour les pays qui ont besoin de se développer. Mais je fais observer que dans ce programme qui vise le développement des pays pauvres, on a jugé important de mettre des indicateurs qui sont liés à la bonne gouvernance. Et il y a des indicateurs politiques. Il y a des indicateurs liés aux libertés civiles. Il y a des indicateurs liés à la santé, à l'éducation. Voyez-vous? Donc, je pense que ce genre de programme, dans l'absolu, est une bonne chose pour nos pays. Mais alors, encore faut-il qu'on en fasse un bon usage. Et je voudrais rappeler que nous sommes tout simplement à la phase de threshold, c'est-à-dire où on travaille, on renforce, on aide le Togo à renforcer sa capacité à bénéficier du corps même du programme et donc à bénéficier de montants plus importants. Maintenant, ce à quoi je voudrais exhorter, c'est que on s'attelle sérieusement à remplir les conditions. Oui, le Togo se réjouit, mais il y aurait beaucoup à dire sur tous ces indicateurs. Prenons l'indicateur lié aux entreprises. C'est très bien. Beaucoup de choses se font pour qu'on crée davantage d'entreprises, pour que les Togolais aillent vers l'entrepreneuriat. Mais la question est de savoir que deviennent ces entreprises qu'on peut créer facilement. Si nous allons au plan politique et au plan des libertés civiles, au plan politique, cette crise politique que traverse notre pays ne permet pas, en tout cas, si les Togolais apprennent que le Togo a validé cet indicateur aussi, excusez-moi, ils vont se poser des questions. Est-ce que vous vous posez des questions? Civiles, Vous, par exemple, est-ce que vous je vous posez m'en des questions? pose.
C'est pour ça que je le dis. Ce qui se passe en ce moment avec notre camarade de lutte Oumoulou, vous pensez que ça aide le Togo à avancer et à arriver au programme même, parce qu'on est à l'entrée du programme. On n'en est pas encore au corps du programme. Vous pensez que ça va aider? Moi, c'est une réflexion que je mène en étant de bonne foi, en ayant en vue l'intérêt supérieur du Togo. Je crois que ce programme peut aider. Mais si nous-mêmes nous jouons avec, nous avons des responsables qui instrumentalisent encore une fois les choses. Vous savez, c'est ce qui arrive. On prévoit que vous remplissiez un certain nombre de conditions. On n'est pas là pour regarder au fond des choses. Vous avancez des arguments, on coche la case, vous avez rempli une condition donnée. À qui faites-vous du mal? Vous faites du mal à votre peuple. Et je voudrais, pour finir, pour me taire sur ce sujet, exhorter le gouvernement américain qui a initié ce programme à faire en sorte que des dispositions soient là pour regarder plus au fond des choses. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est clair que madame... C'est bien d'encourager les réformes, mais c'est encore mieux d'encourager véritablement leur mise en œuvre et leur mise en œuvre convenable dans l'intérêt des populations. Ce qu'on sait, un certain nombre ou une certaine rigueur en tout le processus qui permet de valider les indicateurs. En réalité, quand on prend le secteur de la bonne gouvernance, là, le Togo a validé 5 indicateurs sur 6, à savoir liberté civile, contrôle de la corruption, efficacité du gouvernement, état de droit et liberté d'information. Un commentaire, madame, on vous a écouté, madame, s'il vous plaît, on vous a longuement écouté, on va écouter un peu Bouraïma Naboudjak sur cet aspect-là. Une réaction? Oui, je voudrais que le Millennium Challenge Corporation, je demande aux États-Unis d'ouvrir encore grandement les yeux. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça cache beaucoup de choses. Ils ne voient seulement que la face visible du iceberg. La vraie face est ailleurs. Je donne sur le plan économique. La répartition des richesses ne profite qu'à quelques individus. Quand vous allez à l'intérieur du pays, c'est autre chose. Vous habitez... Oui. Et où ça? Lomé? Je suis... Puisque on ne sait plus où vous êtes. Vous ne savez plus où je suis. Là, pas la force des choses. Je suis normalement... Je suis à Lomé. Mais vous êtes normalement. Oui, je suis normalement Lomé, pas la force des choses. À cause de la fonction publique, en principe, on m'a muté pour me jeter dans une direction où je ne fais rien durant 4 ans. C'est une parenthèse. Ça revient un peu sur le millénium. Les conditions. Nous subissons. Les gens sont dans le bureau comme ça, entassés comme des crapauds. Ils ne servent à rien. Non, vous êtes à Lomé? Oui, moi je suis à Lomé. Je suis à Lomé. Je ne devais pas être à Lomé, peut-être. Ou du moins, si j'étais à Lomé, je devais être dans une salle de classe et non dans un bureau. Parce que mon affectation ne cadre pas avec mes compétences professionnelles. Non, mais en fait, vous préférez être sur le terrain que dans un bureau. Mais je fais quoi dans un bureau, s'il vous plaît, monsieur? On m'a affecté mettre dans un bureau où je ne sers absolument à rien. Moi, je suis un professeur de philosophie. Moi, je n'ai pas fait les noms. Le manque d'enseignants. Le manque d'enseignants sur le terrain. Et on me prend, moi je suis un enseignant, je suis fier de l'être. J'ai passé le concours des enseignants avec un profil et une compétence digne de ce nom. Aujourd'hui, je suis au bureau durant 4 ans, 4 affectations. C'était une parenthèse pour dire au milieu. Mais maintenant, vous avez vos salaires. J'ai le salaire, mais en principe, je me sens, j'ai honte quand je prends mon salaire. Parce que je ne sers à rien à mon état. J'ai honte quand je prends mon salaire. Je suis désœuvré. Je suis désœuvré. Ok. Et s'il vous plaît maintenant, sur le plan économique par rapport au Millennium Challenge Corporation, s'il vous plaît, les richesses profitent à qui? Le taux de croissance qui atteint entre 6 et 7%, ça profite à qui? Je donne un exemple qui fait pleurer. Leur plateforme industrielle d'additifs qu'on peut, ils appellent PIA. C'est à côté, à 15 km de la côte, ils créent ce qu'on appelle le port sec. À 15 km de la côte, j'aurais souhaité qu'on amène à Blita, qu'on amène à Sokodé, qu'on amène à Dapaon, à Nyantougou. C'est-à-dire pour permettre aux populations de l'intérieur aussi d'en profiter. C'est-à-dire, les gens courent tous vers Lomé. Ce qui fait que la vie devient extrêmement chère. Quand vous allez à l'intérieur du pays, je vous dis, je prends l'exemple des chefs-lieux de région. Je prends les chefs de région. C'est la désolation. Tu ne verras aucune entreprise à l'intérieur du pays. Tu ne verras aucune. Celle qu'on a eu à mettre au niveau de, par exemple, à Kara, la Simao. Et je prends l'exemple au niveau de Kara, il y a 2. Ils ont mis leur Simao et transformation de fer.
ça embauche combien de personnes? Ils ont encore beaucoup de choses à faire. Je demande aux États-Unis, ceux qui sont derrière ce Millennium Challenge Corporation, d'ouvrir encore grandement les yeux sur le cas atypique du Togo. Bien, merci. Il nous reste 5 minutes pour clôturer cette émission. Vous avez dit que vous êtes enseignant et que vous ne servez plus sur le terrain. Vous êtes dans un bureau. Certains voudraient bien être à votre place puisque, vous savez, chacun a sa façon de voir la vie. Le Togo vit aussi une situation liée à une situation de crise liée aux enseignants. Et cette situation, c'est d'une certaine manière calmée cette semaine. Comment vous, en tant qu'enseignant qui êtes dans un bureau, comment vous vivez ça? Oui, s'il vous plaît, le problème ne s'est pas encore calmé. La dernière fois, la FESEN qui avait lancé la grève par rapport à l'appel du ministre Bahora qui a demandé à l'apaisement et qu'on trouve des solutions idoines à ce problème. C'est pour ça qu'ils ont essayé de sursoir la grève. Parce qu'ils ont donné, si j'ai écouté la FESEN par M. Ousmé, a dit que nous donnons un délai de 2 semaines. Et nous comptons sur la bonne foi du gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'éducation. Par ricochet, tout le gouvernement de trouver une solution idoine. S'il vous plaît, la façon dont ils ont procédé dans ce dossier, je crois que quelque part, ça a dépassé l'entendement humain. Le ministre Kokoroko, qui essaie de démettre plus de 1192 directeurs de leur poste, avec la seule intention de nommer de nouveaux directeurs. Le lendemain encore, c'est 156 directeurs qui ont été en quelque sorte démis de leur poste de responsabilité de directeur. Il compte trouver les autres directeurs où? Et quelle serait l'ambiance qu'il va créer dans les écoles? Et entre-temps, le ministre Bahora a dit quelque part que lui et ses parents étaient heureux dans la misère. Donc, quelque part, il demande aux enseignants de se contenter de leur salaire. S'il vous plaît, niveau bac au Togo, 115 000 comme salaire de base. Licence, 130 000. Maîtrise, 150 000. Quand à côté, en Côte d'Ivoire, un enseignant du primaire gagne 390 000. Ça veut dire que son salaire d'enseignant de primaire peut payer 3 enseignants togolais, toutes catégories confondues. Vous savez très bien aussi que la Côte d'Ivoire n'est S'il pas vous le plaît, Togo. la Côte d'Ivoire, le niveau de vie, vous permettez de comparer les choses. La tonne de ciment en Côte d'Ivoire tourne autour de 60 000. La communication en Côte d'Ivoire est moins chère. Avec 390 000, il peut se payer, au moins il peut louer une maison de 90 000 francs. Vous savez que la location, elle est... Non, s'il vous plaît, je connais bien la Côte d'Ivoire. Nous avons des amis en Côte d'Ivoire. Ce que les gens disent, c'est relativement, c'est-à-dire que nous vivons les mêmes réalités. Au Togo, un enseignant qui partage sa chambre de salon avec 5 enfants, 4 enfants, s'il vous plaît, ce que les enfants ne devaient pas vivre, ils le vivent. Vous avez combien d'enfants? Moi, personnellement, j'ai 4 enfants. Vous avez combien? Et il me manque à cause de la fonction publique. Je suis allumé ma famille à Kara parce que ma femme est à l'université de Kara, elle travaille à l'université de Kara. J'ai droit au rapprochement de conjoints. J'ai introduit la demande jusqu'à ce jour, personne n'en parle. Parce que c'est l'Abuja. Bien, merci. Voilà. Donc, je demande aux gens de résoudre calmement le problème des enseignants. Quand on promet, on exécute. On espère que ça va se résoudre. Quand on promet, on exécute. Et ensuite, le ministre, s'il vous plaît, vous me permettez-moi de terminer. Je ne refuse pas. Permettez-moi de dire au ministre que quand tu as souffert, tu dois te battre pour que les autres ne souffrent plus comme toi. Bien, merci. Je crois que c'est ce qu'il est en train de faire puisque finalement, après son intervention, la grève de cette semaine n'a pas eu lieu. Madame, nous allons vous écouter en quelques secondes sur ce qui s'est passé au Bénin où des trésors royaux ont été restitués à ce pays-là. En tant qu'Africaine, quel est votre ressenti après avoir vu tout ce qui s'est passé cette semaine du côté de nous? Je suis fier de ce que le gouvernement béninois ait officiellement demandé ces restitutions-là. Je pense que ça va dans le bon sens. Je pense que ce qui se passe augure de lendemain meilleur pour l'Afrique, qui a subi tellement d'injustices. Et nous sommes sur la voie de la renaissance africaine. Nous avons besoin que nos leaders se situent dans cette ligne-là. Les Africains aspirent à la dignité. Ils aspirent à être considérés comme des êtres humains à part entière. Et j'en profiterai parce que je vous vois, vous allez... Non, en fait, plutôt permettez que je vous permette de vous adresser, sans doute que Jean-Paul Omolo, là où il est, il a un poste de récepteur à côté, adressez-vous à lui. Je lui demanderai de garder courage. Je lui demanderai de croire que son combat, il pourra le poursuivre.
Nous sommes en train de nous battre pour ça. Et je voudrais lancer un appel d'abord au régime. Voyez-vous, il y a Jean-Paul Omolou, mais il y a aussi le problème des enseignants. Il y a aussi le fait que nous sommes en crise. Tout cela veut dire que le Togo va mal. Donc, allons régler le problème à sa racine. Trouvons des solutions durables pour un Togo démocratique, un Togo où il fera bon vivre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et je voudrais appeler mes concitoyens merci madame. à venir se joindre à nous pour prier. Le temps mardi est, prochain. notre temps Voilà, est priez finalement individuellement, mais fini. priez en groupe Madame aussi. Brigitte Merci. Adjamagbo, merci d'être venue. Vous êtes la coordinatrice de la DMK. Merci Bouraïma Naboudjak, vous êtes le porte-parole de ce mouvement, le D12. C'est fini aujourd'hui. L'émission va être rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Romaric Fetas, merci d'être resté à la technique. Je suis Pierrot Atioubé. Le prochain rendez-vous au D12, c'est dimanche 12h. Au revoir.